Salut à toi. Si tu ne connais pas encore ma chaîne, dans ce format j'aborde des sujets qui font débat comme le nucléaire, la chasse, le port d'armes, et justement aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler de lui dans la société, le congé menstruel pour les femmes. Alors qu'est-ce que c'est le congé menstruel? C'est tout simple, en fait c'est le fait de laisser aux femmes qui ont des douleurs menstruelles, donc des douleurs de règles, quelques jours de repos ou de congé chaque mois et sans pénalité. Alors évidemment tu t'en doutes, le sujet divise entre les hommes et les femmes, mais il touche aussi beaucoup de sujets de société comme la santé, la politique, la loi et l'économie. Il faut savoir qu'en France, le congé menstruel n'est pas inscrit dans la loi, en tout cas pas encore, mais quelques entreprises privées commencent à s'y mettre. Alors quels sont les principaux arguments pour et contre le congé menstruel? Je vais aborder chacun des arguments et à chaque fois j'ajouterai un contre-argument. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser quelque chose. Tous les arguments qui sont cités dans cette vidéo, ce ne sont pas mes arguments. C'est des arguments que j'ai récoltés à travers les réseaux sociaux, notamment dans les commentaires, à travers des discussions avec ma famille, mes amis, mon entourage, des discussions aussi que j'ai eues dans la rue, en micro-trottoir, d'ailleurs on verra des extraits aujourd'hui, et puis aussi à travers quelques recherches sur internet. Donc encore une fois, ce ne sont pas mes arguments, moi je suis pas là pour donner mon avis, je suis juste ici pour lister les arguments de chaque partie. Donc on commence tout de suite avec les 5 arguments les plus courants en faveur du congé menstruel pour les femmes. Le premier argument, c'est l'amélioration du bien-être. Je ne t'apprendrai rien en disant que les règles peuvent parfois être extrêmement douloureuses pour certaines femmes, et ça devient difficile, voire même impossible de se concentrer pour certaines d'entre elles. Donc le congé menstruel, il offrirait une solution efficace pour améliorer le bien-être des femmes au travail. Et c'est d'ailleurs l'argument de base à l'origine de cette proposition de congé. Ah oui, complètement pour. Ah parce qu'on souffre, voilà, ça suffit comme réponse. Moi, quand j'ai mes règles, je reste une semaine dans mon lit, donc en fait, voilà, autant avoir un congé quoi. En vrai, c'est comme ma copine Oli, vous simulez. Bien sûr, oui, bien sûr, bah oui, tout à fait, on fait semblant et on a trop mal et vachement. Puis il y a une raison derrière, c'est pas comme si on était là à se la jouer cool dans notre lit, c'est vraiment qu'on est mal et on a le droit d'avoir une semaine dans l'année où on se repose, enfin dans le mois plutôt. On n'a pas choisi d'avoir nos règles en mode ah super, c'est une partie plaisir, non, on n'a pas choisi et quand on peut vraiment pas faire autrement que d'être couché et de pas pouvoir faire autrement, c'est tout. Le contre-argument, c'est le fait que certains pensent que ça pourrait créer une discrimination positive pour les femmes, avec des privilèges spécifiques, et ce qui pourrait causer des tensions au sein des équipes. Par exemple, comment est-ce qu'on répartit la charge de travail au sein des équipes et des autres employés lorsque la femme est absente? Les hommes vont-ils devoir compenser? Est-ce que les femmes vont garder le même salaire? Toutes ces questions posent problème. Le deuxième argument, c'est le fait de reconnaître l'endométriose. Parce que oui, il y a les menstruations, mais il y a aussi les maladies liées aux règles, comme l'endométriose, mais aussi le SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc reconnaître officiellement l'endométriose comme une maladie invalidante au travail, ça permettrait un accès plus large aux arrêts de travail légaux et aux aménagements nécessaires. Pour toutes celles qui ont des maladies, l'endométriose, etc., là pour elles, oui, ça serait logique. Là encore, certains craignent que cette reconnaissance puisse amener à des stigmatisations supplémentaires, puisque les employeurs ils pourraient voir les personnes atteintes d'endométriose comme des personnes plus à risque d'être absentes, ce qui pourrait donc compliquer leur embauche et leur progression dans certains milieux professionnels. Accessoirement, c'est aussi la porte ouverte à tous les autres problèmes invalidants. Aujourd'hui, c'est devenu très facile de se mettre en arrêt suite à un burn-out, par exemple. Donc, en accordant le congé menstruel, on ouvre la porte à d'autres demandes de ce type, comme un congé pour migraine chronique, par exemple. Et ça entraînerait une course à la victimisation pour obtenir des congés supplémentaires. Le troisième argument, c'est l'amélioration de la charge mentale, puisque les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles sévères ont donc une charge mentale supplémentaire et peuvent donc être moins productives. Et donc avec le congé menstruel, elles pourraient se reposer et revenir en meilleure forme et donc plus productives. Je me rends compte en lisant le texte que on dirait qu'on parle de machines de guerre plus productives, quoi. Les femmes ont quand même une charge mentale supplémentaire. Du coup, si elles peuvent avoir un petit contrepartie, ce serait pas du luxe. Ma femme, là, à la maison, quand c'est sa période, franchement, il peut rien faire. Et il sera pas utile ni pour la maison, ni pour la société où il travaille. Faire un travail mais mal l'effectuer, autant pas le faire en fait, donc autant pas venir travailler. Pendant cette période, la femme est tout de même, je pense, diminuée physiquement et très prise par le mal qu'elle peut éprouver au ventre, bien que je ne connaisse pas. Madame connaît beaucoup mieux que moi et je pourrais comprendre qu'il puisse y avoir un congé de quelques jours, oui. Alors oui, sauf qu'accorder des congés supplémentaires, ça pourrait coûter cher à l'entreprise et entraîner finalement une baisse de la productivité en raison des absences répétées. Admettons qu'une salariée parte 4 jours par mois en congé menstruel, et bien c'est 4 jours par mois où le patron doit la payer, mais aucun travail n'est effectué. Le quatrième argument, c'est la réduction de l'absentéisme non contrôlé. Certaines femmes prennent déjà des congés maladie liés aux douleurs menstruelles. Enfin, c'est comme si il n'y avait pas de congé maladie. Enfin, pour moi, quand on a ses règles et quand on a mal au ventre, on a tellement mal au ventre qu'on peut pas travailler, ça veut dire qu'on devrait utiliser un congé maladie. Donc instaurer un congé menstruel, ça permettrait de diminuer les absences non déclarées et améliorer la transparence.
Sauf que pour certains, accorder un congé supplémentaire pour les femmes, eh bien, ça pourrait renforcer les stéréotypes sur leur fragilité, allant même jusqu'à dire que les femmes seraient moins capables de tenir des responsabilités à cause de leur cycle. Le cinquième argument, c'est l'avancée pour les droits des femmes. Le congé menstruel, ça serait un signal fort qui serait envoyé en faveur du droit des femmes pour reconnaître une réalité physique qui est souvent ignorée. Ça serait donc un pas vers une société plus inclusive. Et certaines iraient même jusqu'à dire que le congé menstruel, ça serait une première compensation contre la domination patriarcale. Le bonheur de quelqu'un fait toujours le malheur de quelqu'un. Hein, donc. Il y a déjà une injustice en fait, parce qu'on doit travailler avec cette souffrance qui fait qu'on a énormément de mal à se concentrer, on a très mal. Bah non, mais au bout d'un moment, enfin, on n'a pas choisi. Ouais, genre tant pis. C'est pas il y a plein de choses qui sont pas fair-play pour les hommes. Hein, ils pas une semaine, eux, ils accouchent pas. Eux, ils ont pas un bide. Ils ont du mal à le perdre après. Si, un bide, moi je l'ai, mais après. Ouais, mais t'as pas accouché. Je pousse un peu l'argument. Et du coup, est-ce que tu trouves que c'est juste envers les hommes? Bah oui, parce qu'ils sont en train de mettre en place des congés paternels aussi. Après, c'est logique parce que c'est pas eux qui vivent la chose. Donc Sauf qu'en réalité, l'instauration de ce congé, ça pourrait au contraire ralentir la progression des femmes dans certains milieux professionnels. Puisque finalement, les entreprises pourraient préférer embaucher des hommes pour ne pas avoir à payer des femmes qui seraient finalement absentes plusieurs jours par mois. Mais justement, allons voir ça, passons aux 5 arguments contre le congé menstruel. Justement, le premier argument, c'est le risque de discrimination à l'embauche. Si on part du principe que les femmes sont en congé 3 à 4 jours par mois, eh bien les entreprises pourraient hésiter à recruter des femmes de peur qu'elles soient absentes régulièrement. Et c'est la même chose pour les postes à responsabilité ou les contrats qui sont sensibles au temps. Imaginez par exemple une chef de projet organisatrice de mariage qui tombe en congé menstruel le jour du mariage. Ça serait quand même vachement embêtant. Là, les partisans du congé menstruel expliquent que ce genre de problématique pourrait être évité avec des politiques RH solides. Alors ça, c'est un joli terme pour dire qu'on pourrait instaurer des quotas à l'embauche, pour obliger les entreprises par exemple à recruter 50% de femmes. Si on vous octroie des congés menstruels, finalement les patrons ils auront encore moins envie de vous embaucher et il y aura encore plus d'écart salarial. Bah, c'est l'opportunité de faire travailler l'homme 2 fois plus. Le deuxième argument c'est les abus, tout simplement. En reconnaissant le congé menstruel, il y aurait forcément des abus. Imaginez une femme qui se rend chez le médecin pour se plaindre de douleurs menstruelles. Comment vérifier si elle dit la vérité? Effectivement, dans certains cas, la situation peut être très handicapante pour la femme, mais dès qu'on donne des droits, il y a des abus. Après, je pense qu'il y a des abus partout, mais il faut écouter la minorité qui, elle, souffre et s'adapter en fonction, et celles qui font des abus, c'est du cas par cas. Comment est-ce que tu détermines si t'as vraiment mal ou pas? Ah là, c'est un problème. C'est justement, ouais, c'est pour ça aussi. Enfin... Dans ces cas-là, n'importe quelle femme peut dire à son patron, non mais j'ai vraiment super mal, alors qu'elle a pas mal. Non, je suis d'accord. Alors bon, évidemment, c'est déjà le cas pour les congés maladie ou le burn-out. Aujourd'hui, il y a énormément de médecins qui ne prennent même plus le risque de ne pas diagnostiquer un burn-out, de peur que la personne finisse par sauter la vie et que le médecin soit remis en cause. On peut évidemment rajouter que les abus resteront normalement marginaux, et qu'à l'heure où la parole des femmes doit être de plus en plus reconnue, eh ben il faut commencer peut-être à leur faire confiance. Je fais l'avocat du diable, mais comment est-ce qu'on détermine si une femme elle a vraiment mal ou pas? Il faut lui faire confiance, c'est sur la confiance, l'honnêteté. Il faut écouter leur voix, il faut écouter ce qu'elles disent tout simplement, parce que je trouve qu'elles sont pas suffisamment écoutées dans cette société. Le troisième argument, c'est le fait qu'elles pourraient télétravailler. L'argument est simple. Ok, on comprend la douleur des règles. Ok, on est prêt à vous donner une petite compensation. Mais le congé menstruel payé, c'est peut-être un peu trop. Pourquoi ne pas juste télétravailler, allongé sur le canapé, en pilou-pilou, avec une petite bouillotte sur le bas-ventre? Bah non, parce qu'en soi, quand tu souffres le martyre, t'as pas envie de télétravailler. Je me compare du coup, et moi quand j'ai mes règles, je suis obligée d'être dans le noir parce que j'ai des migraines. Après, si elles sont capables de travailler en télétravail, pourquoi pas, mais bon, encore une fois, quand on a mal au ventre, qu'on se déplace ou pas, on n'est pas trop en état de travailler. Bon, ça c'est l'argument. Le contre-argument, il est très simple aussi. Tous les métiers ne sont pas réalisables en télétravail. Comment faire pour les infirmières ou les profs par exemple? Le quatrième argument, c'est le favoritisme des genres. Certains considèrent que le congé menstruel pourrait introduire une inégalité en créant des avantages spécifiques aux femmes, ce qui pourrait être perçu comme finalement une discrimination inversée. Là, il y a plusieurs types de réponses. La première, c'est de dire que c'est mérité puisque les hommes ont dominé la société patriarcale depuis des décennies. La deuxième réponse, c'est de dire que les femmes gagnent de toute façon moins que les hommes, donc elles auraient aussi le droit de moins travailler. Non, je trouve pas ça injuste. En fait, l'injustice, elle est déjà de base. Pourquoi ils sont payés plus que nous? Plus sérieusement, ceux qui sont en faveur du congé menstruel, ils pensent que la véritable égalité, elle prend en compte les différences biologiques et que ce congé, ça serait une manière de rétablir l'équilibre. Avant de passer au cinquième argument, c'est peut-être la dernière fois que tu me vois passer sur ton feed, alors pense à liker ou à t'abonner. Le cinquième argument, c'est l'impact économique. Certains employeurs pensent que le congé menstruel pourrait alourdir leur charge salariale, surtout les petites entreprises qui pourraient difficilement supporter des absences répétées. Et puis ça impliquerait une gestion administrative plus complexe, comme par exemple une adaptation des plannings et la recherche de remplacements temporaires. Là, les défenseurs du congé rappellent que finalement les pauses qui sont bien menées, bien organisées, elles permettent au contraire un retour au travail plus productif. Et que finalement les absences bien gérées pourraient compenser le coût initial. Autrement dit, si on veut vraiment trouver une solution,
on peut. Alors voilà, maintenant que vous avez une vue d'ensemble des différents arguments pour et contre le congé menstruel, aujourd'hui le débat il est un peu stérile et il part dans tous les sens puisqu'il n'y a pas vraiment de base concrète de discussion. Ce qui rebute aujourd'hui, c'est le fait de dire que les femmes seraient en congé pendant toute la période de leurs règles, 4 à 6 jours par mois, en étant payées, ce qui serait finalement difficile à encaisser pour les entreprises. Mais finalement, des compromis peuvent être trouvés et je vous en ai listé quelques-uns. Premièrement, il n'est pas forcément nécessaire d'être en congé pendant toute la période des règles. 1 à 2 jours pourrait suffire. Deuxièmement, il n'est pas forcément nécessaire d'être en congé à chaque période menstruelle. Si un mois il y a un cycle qui se déroule sans douleur, la femme pourrait décider de ne pas prendre ses congés. Et donc on pourrait proposer finalement un solde de congés à utiliser comme bon leur semble. Par exemple 12 jours par an, ce qui a été proposé notamment par l'ONG Victorian Women's Trust. Ils ont effectué une étude dont les résultats montrent que 58% des femmes ont déclaré qu'un seul jour de repos ferait de leurs règles une meilleure expérience chaque mois. Et troisièmement, on pourrait aussi agir sur le salaire qui est perçu pendant ces congés. Est-ce qu'il faut garder le même taux horaire? Est-ce qu'il faudrait appliquer un congé sans solde? Les questions restent ouvertes. Et enfin, on pourrait tout simplement mettre en place un système d'horaire flexible pendant le congé menstruel. En gros, toutes les heures non travaillées pendant la semaine menstruelle devraient donc être rattrapées la semaine suivante. Tout ça pour dire que des solutions existent et que le meilleur moyen d'arriver à un compromis, c'est en discutant et en ouvrant le dialogue. Alors toi aussi, du coup, je t'invite à participer au débat et à donner ton avis en commentaire, en restant évidemment le plus respectueux possible. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à liker ou à t'abonner, tu sais comment ça fonctionne. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet à débat.